À la une, la vente de Tigo à Wari, des interrogations autour de la transaction de 80 milliards de francs CFA. Les syndicats de la société de téléphonie parlent de bradage. Vous les entendrez dès le début de cette édition. Bamba Fall devant le juge aujourd'hui. Audition au fond pour le maire PS de la Médina dans l'affaire des incidents de la maison du Parti Socialiste. Aliou Sall choisi par des militants de l'APR pour diriger la liste Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. Aliou Sall est-il un nouveau Karim Wade de l'ascension fulgurante du frère du président Macky Sall, décortiqué dans un instant. Le grand journal L'actualité internationale, les titres Sornona Tambaye. Au Mali, une religieuse a été kidnappée la nuit dernière dans le sud du pays. L'enlèvement n'a pas encore été revendiqué. La nonne travaillait pour la congrégation des sœurs franciscaines. Crise politique en Guinée-Bissau, le Premier ministre ne veut plus de Alpha Condé comme médiateur. Selon Oumarou Sissoko Embalo, le président guinéen manœuvre pour discréditer son programme de politique générale à l'Assemblée nationale. Le journal des sports sera présenté par Youssouf Bodjan. Football, préliminaire de la Ligue des champions africaine, Oraya AC à Dakar depuis hier s'est entraîné ce matin. Le club guinéen veut passer le cap US Gorée et faire un bon parcours dans la compétition. Jeu de chaises sur le banc du stade de Mbour. Vous entendrez les précisions du président du club qui signale que Youssoufa Dabo est officiellement le coach de Mbouroua. Il nie aussi être à l'origine de l'instabilité du club. La Guinée-Bissau, satisfaite de sa première participation à la CAN. Ça a été une belle expérience selon le sélectionneur Bassirou Kandé que vous entendrez dans la page sport. Et la rubrique point de vue, le sujet du jour, la prise en charge des malades, les urgences, les évacuations sanitaires. Le débat aux alentours de 12h30. 24 heures après l'annonce du rachat de Sentel, la société qui donne à son produit téléphonique le nom de Tigo. Sentel donc racheté par l'homme d'affaires sénégalais Kabirou Mbodj. Quelques interrogations sur cette transaction de 80 milliards de francs CFA. La société luxembourgeoise Millicom, à qui l'État du Sénégal avait octroyé cette licence de téléphonie, peut-elle la céder à une autre société? La loi reste muette là-dessus. Explication à Wambaye. Tigo avait-il le droit de céder une licence que l'État lui avait octroyée? En réalité, il s'agit d'une location de licence, mais un vide juridique fait que le détenteur de cette licence peut en faire ce qu'il veut, mais seulement si cela ne sort pas des spectres définis. C'est-à-dire, tant que c'est destiné à l'exploitation téléphonique, pas de problème pour l'État. Maintenant, le processus est loin d'être terminé pour l'homme d'affaires sénégalais Kabirou Mbodj. Pour définitivement acquérir Tigo, le patron de Wari devra attendre un certain nombre d'approbations des autorités sénégalaises. Le gouvernement, en la matière, insiste beaucoup sur la solvabilité de l'acquéreur et sur les garanties de ne pas couler l'entreprise. Mais selon notre source, ces inquiétudes n'auront sans doute pas lieu d'être. L'homme d'affaires Kabirou Mbodj a déjà entamé les discussions et les démarches nécessaires avec les responsables du secteur. Les salariés de Tigo, en tout cas, réagissent à la cession de leur société à Wari, entreprise sénégalaise, on le rappelle. Ils jugent, ces salariés de Tigo, ils jugent le montant de la transaction déjà modique, 80 milliards seulement. Tigo vaut plus que cela, selon ces syndicalistes qui étaient les invités d'RFM Matin sur RFM aujourd'hui. Et là, je Goudienne. Même s'ils dénoncent leur mise à l'écart dans le processus, les travailleurs de Tigo saluent la transaction entre Millicom International et Wari. Badara Seck est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de Sentel Telecom. Nous avons toujours demandé à ce que l'expertise locale soit revalorisée dans tous nos combats. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir du fait qu'un Sénégalais rachète Tigo, qu'une compagnie sénégalaise ait racheté Tigo. Seulement, ces syndicalistes jugent que le prix de cession, 80 milliards de francs CFA, aurait pu être meilleur. Nous voulons savoir clairement qu'est-ce qui a été cédé. Si c'est la compagnie qui a été cédée dans son intégralité, il va falloir qu'on le spécifie. Si c'est le cas, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui,
Tigo a fait des investissements ces dernières années qui dépassent de loin ce montant auquel il a été cédé aujourd'hui. Donc, en plus de cela, Tigo a un chiffre d'affaires qui dépasse cela. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que la totalité de l'entreprise ait été cédée à ce montant-là. Au-delà de ce montant, Badara Seck et ses camarades se préoccupent de la sauvegarde des emplois. Ils sont encore en travers de la gorge des conséquences de l'externalisation enclenchée dans leur entreprise depuis un an. Ces employés ont fait face à une menace de licenciement économique qui heureusement a été encadrée par les autorités de ce pays et ça a abouti à des départs volontaires. Donc c'est des négociations qu'il y a eu entre ces employés-là et la direction. Par contre, il y en a eu 25. Des départs volontaires également, il y en a eu à Tigo l'année passée. Et là, nous parlons de presque une centaine. Les travailleurs de Tigo se disent déterminés à préserver leur outil de travail. Ils demandent aussi à l'État de mieux encadrer et de réguler le secteur des télécommunications, un secteur porteur qui représente 15% du produit intérieur brut. La parole maintenant aux abonnés de Tigo après la cession de la société à l'entreprise Wari. Ils sont contents que ce coup soit réalisé par une entreprise sénégalaise. Les abonnés de Tigo s'attendent à de grands changements comme une meilleure qualité du service, une baisse des tarifs bien sûr. C'est un reportage de Adamaba. Je n'étais pas au courant, mais je viens de l'apprendre de vous-même. Oui, on est au courant depuis hier. Ils sont tous les trois abonnés de l'opérateur téléphonique Tigo. Pamartar Diop, assis devant un immeuble en plein centre-ville, bras croisés sur son sac à main, ne savait pas que Tigo appartient désormais à la société de transfert d'argent Wari. Il a tout de même des attentes. Je souhaiterais que Wari puisse utiliser Tigo et concurrencer l'autre opérateur téléphonique qui est sur place et réduire le prix du téléphone et même le prix des frais de transfert d'argent. En plus, il y a des services qui ne sont pas de qualité. Abdou Diamé est gérant d'une boutique de vente d'accessoires téléphoniques. Il offre en même temps des services de transfert d'argent Wari. Ce qu'il en pense. Je pense que cela va améliorer mon travail. Wari collaborait avec Orange et Expresso. Maintenant qu'ils ont acheté Tigo, je pense que ça nous sera bénéfique. Accompagné de deux de ses collègues pour aller chercher le petit déjeuner, Omar Maron se sent fier, dit-il, qu'un Sénégalais réalise une telle prouesse. Wari, c'est un transfert qui appartient à des Sénégalais. Alors s'il arrive jusqu'à acheter l'agence Tigo, c'est une bonne chose pour nous. La seule chose qu'on les suggère, c'est d'améliorer le réseau. Il y a des endroits où tu ne peux pas avoir le réseau. Nombreux sont les Sénégalais qui se plaignent de la cherté des tarifs du téléphone au Sénégal. Ils attendent des améliorations à long terme, mais pour le moment, préfèrent laisser le temps aux nouveaux responsables de Tigo de dérouler leur projet. C'était notre focus sur le rachat de Tigo par Wari. Dakar Bamako Ferroviaire, toujours pas sur de bons rails, ce sont des salariés de la société qui le déclarent. Après la mort de Transrail, le Mali et le Sénégal l'avaient remplacé par DBF, Dakar Bamako Ferroviaire. Seulement voilà, les choses restent en l'état. Le chemin de fer se dégrade, même si c'est une seule locomotive qui fait tout le travail. Reportage au siège de la société à Thiès. Cheikh Anta Diop. Dakar Bamako Ferroviaire, toujours pas sur le rail de l'émergence. Selon les cheminots de Thiès, depuis la transition, aucun investissement n'est fait dans l'entreprise, qui fonctionne qu'avec une seule locomotive. Mame Demba Diakhaté, le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs du rail affilié à l'UNSAS. Depuis qu'on parle de période de transition, la voie n'est pas réparée. Les points critiques, ils ont parlé de réparation de machines, mais il n'y a qu'une seule machine. Je ne parlerai même pas de réparation où on a changé de pièces. Donc aujourd'hui, il nous faut nécessairement, avant que l'entreprise ne déraille, des moyens pour qu'on puisse souffler. Sinon, demain, le chemin de fer va s'arrêter. Et le président de la République aura une très grande responsabilité, je dirais, à cette situation-là. Un autre grief empêche les retraités de la boîte de dormir. Ces derniers n'ont pas perçu leur indemnité depuis un an. Nous qui sommes en activité, aujourd'hui c'est eux, mais demain ça sera nous. Donc ça vraiment, il faut que la direction prenne ça en charge pour payer le plus rapidement possible ces indemnités de retraite et sans condition. Même si certains sont partis à la retraite avec Transrail qui était là, il y a certains qui sont partis avec DBF. Les travailleurs du rail sont tous unanimes sur une préoccupation concernant l'engagement du chef de l'État qui avait promis de redresser le chemin de fer depuis son accession à la magistrature. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM 94.0, la radio en puissance.
Midi 10, le grand journal La Suite. Ces avocats attendaient ça à Bamba Fall, convoqués aujourd'hui par le doyen des juges. Une audition au fond dans le cadre de l'instruction du dossier de l'affaire des incidents de la maison du Parti Socialiste. Des incidents qui se sont déroulés il y a presque un an. C'était le 5 mars 2016. Des responsables, on le rappelle, responsables pro-Tanor Dieng avaient été pris à partie par des jeunes qui n'étaient pas d'accord avec que le PS vote oui au référendum du 25 mars 2016. C'est seulement il y a un mois que le maire PS de la Médina et 8 autres de ses co-inculpés ont été écroués à la prison de Rebus à Dakar. En attendant la fin de cette audition, au fond, le sujet est discuté aux alentours du palais de justice de Dakar par des sympathisants de Bamba Fall venus lui apporter leur soutien. Sur ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ce sont des cas de politique qu'on vient régler aussi ici à la justice. Ça ne va pas passer. Le maire, il n'a rien fait. Il dérange, c'est pour cela qu'on l'a amené ici, pour le faire apaiser son poids. On n'est pas fou dans ce pays. Tout ce qu'on a vu, on l'a arrêté politiquement parce que on a dit qu'il a envoyé des jeunes pour qu'on saccage la maison du parti. Et c'était leur fils. Même parti. En tant que citoyen, je ne m'attendais pas à ce qu'un parti puisse amener ses fils devant la justice. Je crois que ce problème devait être traité à l'interne. Ce ne devait pas être un problème qu'on traite à l'externe. Pourquoi je dis externe? C'est parce qu'aujourd'hui, ça est entre les mains de la justice. Comme on a l'habitude de dire que laissons la justice faire son travail, parce que moi j'ai entièrement confiance à la justice de mon pays. Des propos recueillis par Ismaël Adramé-Koli qui suit pour nous cette audition de Bamba Fall par le doyen des juges d'instruction. Aliou Sall va-t-il diriger la liste Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye en banlieue de Dakar? Déjà la couleur est annoncée par des responsables de l'APR, le parti au pouvoir. L'avenir va nous dire en tout cas. Mais en attendant, le frère du président de la République affiche ses ambitions en plus de plusieurs postes qu'il occupe déjà, entre contestation et colère. Aliou Sall est-il dans la même situation, dans la même logique que Karim Wade, le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade? Binta Diallo. Aliou Sall par-ci, Aliou Sall par-là. Le frère du président de la République a, comme qui dirait, un don d'ubiquité. Une omniprésence qui émeut une certaine frange de la classe politique, de la société civile et même des Sénégalais. D'abord, maire de Guédiawaye, poste électif me direz-vous, certes, mais aurait-il pu le devenir si son frère n'était pas président de la République et s'il n'était pas porté par une coalition présidentielle? Ensuite, président de l'Union des associations des élus locaux. Contesté pour cumul de postes, il avait fini par jeter l'éponge. Aliou Sall est également le président de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Il a également créé la polémique dans l'affaire Petro-Tim, là également démission du frère du président après moult contestations. Dans la Banque de Dakar, le nom de Aliou Sall circule également, faisant partie, semble-t-il, des propriétaires. Pour les législatives du 30 juillet prochain, Aliou Sall, dans une interview accordée au quotidien Le Quotidien, a affiché ses ambitions d'être la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye. Là aussi, la balle est dans le camp du président de la République qui devra arbitrer entre son frère et le député apériste Seydina Fall dit Bougazeli. Bonne étoile ou baraka présidentielle, Aliou Sall semble ravir la vedette à celui qui était surnommé le ministre du ciel et de la terre. Karim Wade, à qui tout réussissait sous le magistère de son père, semble désormais faire des émules sous Macky Sall. Depuis 2014, le frère cadet du président de la République est sorti de l'anonymat pour intégrer Wikipédia. Son seul tort, a-t-il soutenu, est d'être le frère du président et cela ne m'a rien apporté et s'est-il souvent défendu. Quoi qu'il en soit, l'homme est devenu un intouchable. Moussa Sarr, le porte-parole de la Ligue démocratique, l'a appris à ses dépens, limogé de son poste de directeur de cabinet du ministre Khoudiambaye pour avoir mis en garde le président contre la présence de son entourage dans les affaires publiques. Maodo Malick Mbaye du mouvement Gëm Sa Bopp avait été
lui aussi convoqué par le Premier ministre, le directeur général de l'ANAMO, après l'élection de Aliou Sall à la tête de l'UAL, avait dit, je cite, « Si cette forfaiture passe, nous aurons Aliou Sall comme vice-président du Sénégal. » Fin de citation. Depuis, les critiques venant de la mouvance présidentielle contre le frère du président de la République se sont estompées. Aliou Sall a donc les coups des franches. Dans la commune de Ziguinchor, le calvaire des habitants qui vivent depuis quelques semaines des coupures d'électricité, les femmes obligées d'aller devant les pluies pour de longues files d'attente et évoquent même des maladies dans cette eau qui n'est pas sûre d'être impropre, d'être propre à la consommation. C'est un reportage de notre correspondant Lamine Ba. C'est la galère pour les Ziguinchorois depuis quelques semaines. Se procurer le liquide précieux est devenu un vrai casse-tête pour des milliers de ménagères obligées de faire la queue au niveau des puits pour trouver de l'eau. Les coupures intempestives d'eau notées ces derniers temps indisposent tout le monde. Cette ménagère, trouvée chez elle, nous raconte son calvaire. Le matin, quand nous nous réveillons, nous sommes toujours surprises de constater qu'il y a coupure d'eau. De ce fait, nous sommes obligés de nous orienter vers les puits et vous savez que cela représente un danger pour la santé de nos enfants. Les désagréments créés par les coupures d'eau sont énormes, nous explique-t-elle. On peut comprendre que tout manque sauf l'eau. Nous sommes contraintes de nettoyer régulièrement les toilettes. Imaginez-vous qu'on n'ait pas de l'eau. Il arrive même que des odeurs nauséabondes sortent désormais de nos appartements. Ce que sa voisine qui vit les mêmes problèmes ne comprend pas, c'est pourquoi la société en charge de la distribution de l'eau ne prévient pas ses clients avant de procéder aux coupures. Nous sommes désolés de constater qu'ils ne nous préviennent pas. Ils pouvaient pourtant nous prévenir et nous avertir des heures de coupure. Marie Guédiou invite la SDE à rectifier le tir. Nous estimons que si la SDE respecte les clients, elle doit vraiment nous prévenir. C'est facile maintenant de le faire avec les radios locales. De telle heure à telle heure. Ce matin, nous avons tenté d'entrer en contact avec le chef d'agence de la SDE pour en savoir plus, mais nos tentatives sont restées toutes vaines. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Attention, situation à surveiller à Djemoul dans la région de Thiès. Le projet de construction d'un institut islamique fait l'objet d'une grosse polémique. Le calife de Djemoul, il n'est pas d'accord. C'est à Touba où il réside qu'il marque sa désapprobation. Tension en vue à la veille du gamou de la localité. Mohamed Jodiop. Réalisation d'un institut islamique à Djemoul, le calife Serigne Ibra Dior Amar pose son veto. En conférence de presse dans sa résidence à Touba, il a indiqué ne pas être informé d'un tel projet agité par certains membres de sa famille qui ont sans doute échappé à son contrôle. Serigne Cheikh Mbacké Amar, son porte-parole. Le khalife de Djemoul est là devant vous. Il n'a donné l'autorisation à personne d'entreprendre quelques travaux que ce soit sans son autorisation. Le khalife promet de s'opposer par tous les moyens. Le feu couvre donc à Djemoul dans la région de Thiès à quelques heures de son magal prévu vendredi prochain. Mohamed Jodiop, Touba, RFM. La construction de Dara moderne, il s'agit de ce projet de gouvernement de moderniser les écoles où on enseigne le Coran aux enfants. Cela va coûter 10 milliards de francs CFA pour 64 écoles de ce type dans tout le Sénégal. 10 Dara modernes rien que pour la région de Louga, pour prendre cet exemple. Et déjà des équipes de prospection sont venues pour voir les sites où doivent être construits ces Dara. Abdoulaye Sambou. Après les longues discussions avec les bénéficiaires et les problèmes liés aux passations des marchés pour la construction des Dara modernes au Sénégal, l'État a décidé de construire 64 Dara, dont 32 publics et 32 non publics. Ce projet qui touche cette région du pays, dont la région de Louga, qui va bénéficier de 10 Dara modernes, dont les sites ont été visités par une mission de reconnaissance des sites d'implantation pour le démarrage effectif de la construction de ces Dara. Désormais, l'État va s'impliquer dans la prise en charge des
des Dara. Mamadou Mbodjouf, coordinateur du projet de modernisation des Dara. La modernisation des Dara est un processus et surtout c'est un changement de paradigme parce que des Dara ont toujours existé au Sénégal, mais par rapport à l'approche actuelle, l'État a décidé qu'avec l'appui de la Banque islamique de développement, donc qui en assure un cofinancement, donc de s'impliquer carrément dans la prise en charge de ces Dara. Et en réalité, il s'agit de moderniser carrément ces Dara. Le but recherché est l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Le projet aussi a un volet qualité qui consiste dans l'amélioration des conditions d'apprentissage. Donc c'est le volet qualité qui est assuré par l'inspection des Dara. Il s'agit d'abord de renforcer l'inspection des Dara, donc qui encadre et suit le processus de modernisation des Dara. Cela aussi passera par la mise en place de ce qu'on appelle le WAF. C'est une fondation islamique qui va générer des fonds pour permettre de pérenniser le processus de modernisation. Donc par l'appui et l'accompagnement des Dara dans le cadre de ce processus de modernisation des Dara. Donc coût global de plus de 10 milliards de nos francs, les 64 Dara seront livrés en janvier 2018. Abdoulaye Samboulouga, Radio Futur Média. Midi 20, cette information de notre correspondant Ibrahim Adiamé, correspondant à Kaolack. Il s'agit donc du cambriolage du CEM dans le collège de la ville, le CEM de Kabotoki. Et bien finalement, les cambrioleurs, ils étaient nombreux donc, cambrioleurs arrêtés hier à Dias par la brigade territoriale de gendarmerie de Dias. On y reviendra. RFM. L'actualité internationale. Avec Sornon Natambay, bonjour. Bonjour Babacar. Avec ce nouvel enlèvement au Mali. C'est une religieuse de nationalité colombienne qui a été kidnappée par des hommes armés dans la nuit de mardi à mercredi. L'enlèvement a eu lieu dans le sud du pays, à 300 km de Bamako, non loin de la localité de Koutiala. Sœur Gloria Agoti travaillait pour la congrégation des sœurs franciscaines. La crise politique en Guinée-Bissau, la médiation d'Alpha Condé remise en cause. Le Premier ministre Umaro Sissoko Embalo juge négatif le rôle que joue le chef d'État guinéen. Il pense d'ailleurs demander son remplacement. La veille, le chef du gouvernement avait remis au président du Parlement son programme de politique générale, alors que le PAIGC, parti au pouvoir, continue de bloquer les travaux à l'hémicycle. Umaro Embalo est convaincu qu'Alpha Condé est contre sa personne et qu'il ne s'en cache pas. Plus grave, il ajoute que les rapports des services de renseignement montrent que Condé a appelé à Bissau des responsables politiques pour bloquer son programme à l'Assemblée nationale. La CEDEAO sera saisie pour choisir un nouveau médiateur. Le Burkina Faso, la première année de pouvoir du président Kaboré, passée au peigne fin par l'opposition. Et cette opposition, Babacar a vertement critiqué le président Roch-Marc Christian Kaboré. Zéphirin Diabré, leader de l'Union pour le progrès et le changement, parle d'une gestion chaotique. Daoud Diouf pour les détails. C'est face à la presse hier que cette opposition a jugé chaotique la gestion du président burkinabé Marc Christian Kaboré. Selon le chef de l'opposition, Zéphirin Diabré, le Burkina est piloté à vue, ballotté au gré des événements et que le chef de l'État a de réelles difficultés à incarner la fonction de chef de l'État, tout en manquant d'anticipation. Dans un mémorandum intitulé « Une année de perdu pour le Burkina », l'opposition a dénoncé un tricéphalisme au sommet de l'État composé du président Kaboré, du chef du Parlement et président par intérim du parti présidentiel Salifou Diallo et du ministre d'État chargé de l'Intérieur Simon Compaoré. L'opposition dénonce aussi une corruption galopante, une forte propension à une administration d'affairisme, un clientélisme et à une politisation de l'administration. Dans sa conclusion, l'opposition burkinabé menace et avertit si rien n'est fait pour changer les choses, le Burkina risque de faire face à une autre insurrection populaire identique à celle qui avait ravagé le régime du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Il faut dire qu'au pays des hommes intègres, depuis son arrivée au pouvoir, le régime du président Kaboré fait l'objet de vives critiques, y compris dans son propre camp. Daouda Diouf, l'actualité en Afrique centrale, le Gabon, la crise au sein de la magistrature qui persiste. Les magistrats parlent d'un scandale. Le ministre de la Justice a décidé d'envoyer les forces de l'ordre au palais de justice de Libreville pour déloger les magistrats en grève. Ces derniers sont en assemblée générale pour apprécier les derniers développements. Libreville, Yves Antonio Ogoula. Tous en toge. Magistrats et greffiers se donnent rendez-vous au palais de justice de Libreville. Au cours de l'Assemblée générale, ils vont décider de la conduite à tenir après la décision du ministre de la Justice d'envoyer les forces de l'ordre pour déguerpir les magistrats grévistes. Mais déjà, le président du syndicat national des magistrats gabonais est choqué, Germain Elanguema. Comment peut-on dire, que le ministre peut-il dire qu'il va faire déguerpir les magistrats de leur lieu de travail? Moi qui suis président du syndicat, je ne me vois pas tenu en laisse, surtout que nous serons en robe. Là, je vous jure que si ça se passe, nous serons forcément en robe. Et voir un magistrat tenu en laisse ou tabassé par un gendarme, je pense que c'est de la fiction. Depuis 3 mois que la grève perdure, les magistrats dénoncent le laisser-aller du gouvernement.
l'exécutif, disons, l'État n'a pas de respect, on n'a pas l'impression de nous prendre en considération. Le judiciaire est vraiment un pouvoir qui tend vers la mendicité, parce que on ne veut pas nous rendre dignes. On aime nous voir dans cette situation un peu précaire qui entraîne la corruption que tout le monde dénonce. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. Le journal international Suite et Fin en Somalie. Jour de vote aujourd'hui. Les députés et les sénateurs vont élire le président de la République. Parmi les 23 candidats, le chef d'État sortant, Hassan Sheikh Mohamoud, lors d'un scrutin à plusieurs tours, les 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus vont désigner le vainqueur. Le vote sous haute surveillance a lieu dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio. L'endroit défendu par la mission de l'Union africaine en Somalie est considéré comme le lieu le mieux protégé de la capitale. Il abrite notamment des bureaux des Nations Unies et des ambassades. Babacar. C'était Sornan Natamba et c'était le journal des actualités internationales. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, ce sera sur la prise en charge des malades au Sénégal, les urgences ou encore les évacuations sanitaires. Le sport avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar. Et du football, les préliminaires de la Ligue des champions africaine, le Orea AC de Guinée qui rencontre l'US Gorée du Sénégal. Le Orea AC est à Dakar. Le club guinéen est arrivé hier et s'est entraîné ce matin au stade Demba Diop. Le champion de la Guinée veut passer l'étape Gorée et aller le plus loin possible dans la compétition. Anna Rocha y était ce matin. Quelques touches de balle et des étirements avant le grand effort. Sous un soleil de plomb, les rouges et noirs s'échauffent. Actuel leader du championnat guinéen après 8 journées, l'équipe est bien en jambes pour entamer cette rencontre face à l'US Gorée. Kouroumadi Kaba est le secrétaire général du club. Nous sommes bien préparés par rapport à ça. Nous comptabilisons aujourd'hui 20 points et le second du championnat en a 16. Ça veut dire déjà que nos joueurs sont en jambes. Nous avons aussi un mental fort et un état d'esprit respectable au niveau de notre équipe. Tombeur de l'AS Douane l'an dernier, les Guinéens comptent bien maintenir la cadence ce samedi contre les insulaires de Gorée. L'objectif clairement affiché, passer ce premier tour préliminaire. L'objectif cette année, c'est d'être dans notre plan stratégique. Nous avons dit 2017 trouvera vraiment une très grande maturité au niveau du club. Nous entendons vraiment aller dans la phase de groupe. Donc notre objectif, c'est de tirer notre qualification. L'ambition du club de Conakry est certes la victoire, mais l'adversaire est pris très au sérieux. C'est en tout cas ce que nous explique le secrétaire général Kouroumadi Kaba. C'est l'équipe championne du Sénégal. Avec ce titre, nous les prenons à deux mains. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de match facile. L'US Gorée, c'est une équipe que nous respectons. Et je pense que le terrain en dira autrement. Les adversaires de l'US Gorée vont s'entraîner encore jeudi matin et vendredi après-midi, la veille du match. Plusieurs fois champion de Guinée, l'Orea AC peine tout de même à s'imposer sur le continent. Orea AC Anna Rocha, c'est le club guinéen où évolue le gardien international sénégalais Khadim Ndiaye. Le match aller donc est prévu ce samedi au stade Demba Diop à 17h. US Gorée, Orea AC a noté la conférence de presse du président de l'US Gorée, maître Augustin Senghor. La rencontre avec la presse est prévue à 16h au siège du club insulaire dans les locaux de la mairie de Dakar. Et puis signaler que NGB, Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie, quitte Dakar aujourd'hui pour le Cameroun. Les Galactiques, vainqueurs de la Coupe du Sénégal, rencontrent l'académie APGS de Mfou. C'est donc ce dimanche. Match aller comptant pour les préliminaires de la Coupe CAF. On parle de la Ligue sénégalaise avec cette instabilité remarquée sur le banc du stade de Mbour. Les précisions du président du club. Youssouf Dabo est officiellement entraîneur du club mbourois depuis lundi. Le président Séré Saliou Samb s'explique aussi sur le cas Salif Diallo qui avait assuré l'intérim après le départ de Boukounta Sissé. Les précisions avec Abdou Diouf Junior. À ma grande surprise, j'ai lu dans un journal sportif que Salif Diallo a été écarté et que c'est Youssouf Dabo qui est le nouveau coach. Rien de si terrible
possible. La volonté du dirigeant du Stade de Mbour était de confier l'équipe à Salif Diallo et la direction technique à Youssoufa Dabo. Sauf que Sonacos ne lâche pas son entraîneur. Le Stade de Mbour n'a écarté personne. Il s'est trouvé que c'est le coach Salif Diallo qui m'a appelé pour me dire qu'il préférait résilier son contrat parce qu'il n'a pas encore terminé de régler ses problèmes avec Sonacos et qu'il ne voulait pas créer des problèmes au Stade de Mbour parce qu'il y a eu un revirement. La FINOVOR a dit qu'il ne l'a pas libéré. Ces précisions de Salihou Samb étaient attendues. Beaucoup lui imputent l'instabilité à la tête de l'équipe. Que nenni se défend-il? La présence de Youssoufa Dabo était normale parce que après qu'il ait arrêté avec Guédiawaye, nous avons discuté pour qu'il prenne la direction technique du Stade de Mbour. Et M. Salif Diallo était même... Les objectifs du club ne changent pas. Non, les objectifs n'ont jamais changé. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a eu quand même un peu d'instabilité. Entre-temps, la première chose que le coach aura à faire, c'est de stabiliser encore et de ramener de la sérénité dans le groupe. Le Stade de Mbour a prêté ses deux meilleurs joueurs, le capitaine Daouda Diop et son attaquant Pape Ibnouba, à un club libanais. Ils reviennent le 30 avril. Pendant ce temps, coach Dabo devra faire avec ce qu'il a. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Rappelez qu'après 10 journées, le Stade de Mbour est 7e à 8 points du leader Génération Foot. Et puis la CAN 2017 de football, c'est bien fini depuis ce week-end. Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, il est satisfait de cette première CAN des Djortos. Les Djortos qui ont obtenu un match nul face au pays organisateur et 2 défaites face au Cameroun, devenu champion. Et le Burkina Faso, classé 3e, Bassirou Kandé, tire un bilan honorable de cette participation de la Guinée-Bissau à la CAN 2017. Je vous propose de le suivre. C'est positif parce que la première fois que Guinée-Bissau a participé à la grande compétition africaine. Notre série, c'est la série très difficile encore. C'est la série qui a gagné les coupes. Cameroun, la première place. Burkina Faso, la 3e place. Je crois que Guinée-Bissau a tout à fait pour faire un bon match. Nous avons un portable match nul, le premier match. Deuxième match, nous avons perdu 2-1 avec le Cameroun. Troisième match, 2-0 avec le Burkina Faso. Mais mon équipe a fait un bon match, un bien joué. Je crois que c'est positif pour moi. Le leçon que je dirais, c'est positif. Je pense que l'équipe, la première fois, il marquait des buts. Il a fini dernier match, il n'a pas de quelqu'un qui l'a passé à notre phase. Je crois que Guinée-Bissau a fait un bon match. C'est positif pour nous. La Guinée-Bissau vient de jouer la première CAN de son histoire. Quelles sont maintenant les perspectives de votre sélection? Le projet, c'est la continuation de travail. Nous allons faire l'éliminatoire de 2019. Notre série, c'est très difficile, mais nous allons travailler. Et le projet, c'est bon. Nous allons faire la continuation de les gens, parce que les gens, c'est mieux pour travailler. Mais nous allons tout faire pour continuer avec les joueurs. Bassirou Kandé, c'est le sélectionneur des Djortos. Que du football dans ce journal des sports. Merci beaucoup Youssouf Bodian pour toutes ces précisions. Merci. À tout à l'heure. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Silimbaye, comme tous les mercredis, on parle insécurité. Je m'émeus, comme tout le monde, du développement de la violence sanglante qui accompagne le quotidien de nos villes et bourgades. Certaines statistiques annoncent une mort violente tous les 3 jours. Qui plus est, à l'arme blanche, de préférence au couteau. L'âge des criminels est de plus en plus bas, autour de 16-18 ans. Cela explique, sans justifier bien entendu, le nombre de meurtres ainsi que la puérilité de leurs causes souvent. Querelles de copains, disputes pour une clope, une cigarette. Il y a aussi les assassinats pour l'argent, les viols suivis de meurtres, les infanticides et homicides sur ascendant même, etc. On a l'impression que de plus en plus certains sont prédisposés, très jeunes, au crime, si cette formule s'y est, et ne heurte pas les spécialistes. Je dois cependant admettre, sans avoir la prétention de cerner les causes profondes et complexes de tels délits, les raisons intimes, le choix du mode opératoire, que leur fréquence étonne, elle est étonnante et pousse à la réflexion. La pauvreté est citée souvent comme justification. La promiscuité naît des modes d'habitation souvent incestueux, le melting social hybride
où le luxe et l'infra-humain sont contigus, les envies et les besoins sans espoir qui peuvent déclencher des réflexes extrêmes, c'est peut-être une piste. Mais l'envie de tuer, de sortir le couteau qu'on a dans sa poche et d'en faire usage sur quelqu'un, est-ce rationnel? D'où vient l'habitude du sang humain versé par le crime? Là aussi, je pense à une piste. Elle vient peut-être de loin, disons une trentaine d'années, une date 1989. Se rappeler n'est pas ressasser, c'est faire appel à l'histoire. Quand nous étions jeunes, on avait le courage de se battre à point nu, quel que soit le résultat. S'armer, même d'une pierre, pour affronter l'adversaire, vous couvrait d'opprobre. On ne connaissait pas le couteau dans nos règlements de compte. Les événements regrettables entre un pays voisin et le nôtre, les réactions des jeunes alors, malgré les appels à la quiétude et les mesures d'endiguement, n'ont pu empêcher, comme qui dirait la vengeance de Caïn. L'hôpital de Grand Yoff était envahi de Sénégalais malheureux de voir l'état de nos compatriotes évacués de ce pays voisin. Parents et autorités devraient aujourd'hui se concerter et se parler les yeux dans les yeux. Les sanctions des crimes de sang, on a l'impression aujourd'hui, non sont trop magnanimes, ils ne sont plus dissuasifs. Les spécialistes et la société doivent délibérer rapidement, sérieusement, pour protéger les honnêtes gens. Baïsi Dimbaï, merci. RFM, la presse du jour. La revue de presse, nous retrouvons Youssouf Boudian. Bonjour. La crise dans la magistrature largement relayée par la presse de ce matin, Ibrahima Dem claque la porte du Conseil supérieur de la magistrature selon l'AS. Le substitut général de la Cour d'appel de Dakar a remis le 1er février sa lettre de démission au président du CSM. Vox Populi nous livre le contenu de la lettre de démission salée du juge Dem à Macky. Le magistrat y écrit, je cite, « La justice traverse aujourd'hui une crise profonde étroitement liée au manque de transparence dans le choix des magistrats » ou encore cette phrase « La vitrine de la justice ne doit pas être une magistrature sous influence, mais plutôt une magistrature indépendante et impartiale. » Le magistrat Ibrahima Dem démissionne donc du CSM et dénonce dans Walf Quotidien, je cite, « Le Conseil supérieur de la magistrature est dépouillé de toutes ses prérogatives, ce qui fait dire à la tribune que la magistrature est en crise. » La justice, nous y restons pour parler de l'audition de Bamba Fall aujourd'hui. C'est dans le cadre du saccage de la maison du Parti socialiste. Les Échos nous informent que Birakan, entendu hier, Bamba Fall face au juge aujourd'hui. Le maire de la Médina a écrit une lettre de feu au président Macky Sall, selon le journal qui annonce une grande mobilisation des Médinois. Dans sa lettre, Bamba Fall liste les raisons de son emprisonnement, précise Vox Populi. Walf Quotidien est catégorique. Bamba Fall est en route vers la liberté. Nos malades du cancer vont continuer à prendre la route des airs pour aller se faire soigner au Maroc et chez nos voisins du Mali et de la Mauritanie. Le quotidien parle de la mauvaise thérapie de l'État qui annonce par la voix du ministre de la Santé que l'appareil de radiothérapie sera disponible dans 6 mois environ. Dans le Soleil, Awa Marie Coll Seck annonce un plan national de lutte contre le cancer évalué à plus de 10 milliards de francs CFA. Le plan de Wari pour racheter Tigo coûte 80 milliards de francs CFA. Le PDG de Wari rachète Tigo, informe Rewmi Quotidien. La trajectoire du patron de Wari, racontée par l'Observateur, qui nous parle de l'improbable histoire de Kabirou Mbodj. Ses débuts dans une seule pièce avec sa secrétaire à la place de l'indépendance, le refus des banques d'accompagner son projet. L'Obs parle aussi du côté sportif du PDG de Wari. Kabirou Mbodj est capitaine de l'équipe nationale d'équitation, mordu du football.
Le football à la une du journal Stade qui revient sur la prestation des Lions à la CAN 2017. La parole à un ancien Lion, Mamadou Niang, qui estime que les Lions n'ont pas à rougir. Sport Eleven s'interroge pour sa part sur la nécessité d'un renforcement ou non du staff technique des Lions. Le Lion de Guédiawaye, lui, peine à rugir ces dernières années. Le déclin de Balla Gaye 2, analysé par Fabrice Alouche. À un moment, il était moins sérieux, déclare l'ancien boxeur français dans Sunu Lamba. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous avons 5 minutes pour parler de la question du jour. Que faut-il faire pour la prise en charge correcte des malades au Sénégal? L'exemple des urgences, les services d'accueil et d'urgence dans les hôpitaux sénégalais souvent décriés. Même le président de la République en a parlé en réunion du Conseil des ministres. Chersek est avec nous. Il est le secrétaire général de SDT 3S. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Bonjour. Bonjour, Babacar. Il y a urgence dans les urgences des hôpitaux du Sénégal, des longues files devant toutes les urgences, tous les services d'urgence. Est-ce qu'il y a solution immédiate pour vous? Bon, la solution immédiate, vous savez, en matière de santé, c'est une projection et c'est sur la base des indicateurs sanitaires. C'est-à-dire sur la base des indicateurs sanitaires, on peut savoir là où il y a des problèmes. Si c'est dans un cadre opérationnel, c'est géré au niveau des districts, au niveau des régions médicales. Si c'est dans un établissement public de santé, que ça soit du niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, au niveau des hôpitaux, c'est la direction au niveau des établissements publics de santé. Donc, sur la base de ce que nous avons comme problème, c'est à partir de là qu'on fait ce qu'on appelle une planification. Je pensais que même l'évolution du budget du Sénégal devrait être en rapport avec l'évolution, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de la population sénégalaise, mais aussi des affections qui aujourd'hui sont en train de gagner du terrain. C'est à partir de cela qu'on doit projeter d'ici 5 ans, d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans notre besoin en matière de santé, aussi bien en équipement qu'en personnel qualifié que des conditions dans lesquelles les gens doivent travailler. Beaucoup de déclarations d'intention en tout cas. Hier, et je rappelle d'ailleurs qu'on a tenté d'avoir un interlocuteur au ministère de la Santé, pas de réponse parce que notre deuxième intervenant, il est syndicaliste comme vous. Mais bon, la dernière conférence de presse du ministre de la Santé, c'était hier. La ministre Awa Marie Kolsek qui a décliné un certain nombre de programmes sur 10 ans par exemple. Y a-t-il vraiment des raisons d'espérer que tout cela prenne finalement? Mais d'abord, on doit avoir des regrets. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'évacuer nos malades dans la sous-région, on n'avait pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'unité dont vous avez parlé tout à l'heure avec l'unité de la radiothérapie de l'hôpital de Dantec, on devrait savoir sur la base que même en dehors même de la machine qui tombe en panne, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Il y a du matériel, même si ça continue à fonctionner, devrait même être dégagé. On ne peut pas avoir un matériel pendant 29 ans ou 30 ans à continuer à fonctionner. Il y a pratiquement des risques. Maintenant, par rapport à l'espoir, moi je me pose la question à savoir, est-ce que cela, ils sont en train de dire qu'ils avaient prévu? Moi en tout cas j'ai cherché, dans le cadre de la loi des finances, dans le budget même du Sénégal, est-ce que ça a été prévu? Peut-être que je peux me tromper. Mais en tout cas, on ne devrait pas attendre. Mais il y a d'autres situations qui aujourd'hui devraient nous faire réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même, il y a des maladies chroniques qui sont en train de se développer. C'est le diabète, c'est l'insuffisance rénale, c'est aussi les problèmes cardiaques. Aujourd'hui, vous savez, ce qui va venir dans les jours et qui est assez inquiétant, c'est par rapport à la prise en charge de ce qu'on appelle les malades dialysés. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, c'est devenu gratuit. Mais les files d'attente sont extrêmement, parce que dans les services qui disposent de ça, pratiquement c'est 8 lits qu'on a. Or, allez dans les services, vous allez voir qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui attendent à être dialysées. Et l'autre problème, c'est le personnel qualifié qui gère. Ça fait presque 3 ans. Il n'y a pas de techniciens qui sont formés en la matière pour faire ces dialyses. On est obligé, dans les services qui les utilisent, présentement, l'autre jour, j'étais passé au service de dialyse de l'hôpital général de Grand Yoff. On a envoyé même des infirmiers qu'on est venu former comme ça pour 6 mois après les amener. Alors qu'il n'y a pas de diplômés. Est-ce qu'on a fait une politique de planification quand on construisait ces services
dans le cadre du personnel. Parce qu'on ne peut pas avoir des équipements high-tech et ne pas disposer du personnel qualifié pour le faire. Vous parlez de matériel high-tech alors qu'en même temps on parle de plateaux techniques d'un niveau pas très relevé. Non, c'est pas très relevé. C'est-à-dire, si je parle comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce que le ministre a parlé qu'on va avoir un équipement qu'on ne verra pas dans la sous-région. Je dis, même si on avait un équipement de 3 milliards et qu'on n'a pas du personnel qualifié, ça n'a aucun sens. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, ça ne sert absolument rien d'en avoir. Et puis, la politique de la prévention. Actuellement, aller à Matam, dans le district de Matam, à l'heure actuelle, il y a pénurie de paracétamol et de fer. On ne peut pas dire qu'on veut lutter contre la mortalité maternelle et infantile chez les femmes. Vous savez les conditions dans lesquelles les gens vivent dans l'extrême pauvreté. Ils n'ont pas les moyens pour bien manger dans certaines zones. Que les gens de Matam me parlent. Vous restez pendant des mois, vous n'avez pas. On vous dit, on lutte contre certaines maladies pour les enfants. Ça devrait être la vaccination. Or, sur 24 postes de santé au niveau du district de Matam, il y en a 19 qui aujourd'hui n'ont pas un dispositif de froid adéquat. C'est-à-dire pour conserver les vaccins. Ça fait peur. Vous dites des choses extrêmement graves. En tout cas, merci beaucoup, Chersek, pour cette intervention. Le docteur Boli Diop est aussi avec nous. 1 minute avec lui. Quelques problèmes techniques qui ont fait qu'il est arrivé un peu tardivement dans cette rubrique. Bonjour, docteur Boli Diop. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Vous faites le même diagnostic que Chersek? En fait, comme vous le savez, je pense que par rapport au secteur de la santé et à la prise en charge, c'est vrai que tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes. Et comme on le sait, le problème pour les causes, c'est des causes en tout cas, qui ont plusieurs niveaux. Et je pense qu'à chaque niveau, il faut que l'on puisse poser avec la plus grande acuité le diagnostic pour trouver des solutions adéquates. Oui. Et alors, concernant justement l'amélioration des services d'accueil et d'urgence, c'est extrêmement important parce que c'est la première étape pour le patient quand il arrive dans un hôpital peut-être. Effectivement, vous savez que le service d'accueil d'urgence est la vitrine de l'hôpital. Au niveau des services d'accueil d'urgence, les patients sont pris en charge. La façon la plus correcte, on peut dire qu'à 90%, on a réglé le problème des populations. Mais il faut rappeler avant tout que par rapport, n'est-ce pas, en charge, ce n'est pas seulement l'aspect gratuit, mais les étudiants constituent le côté émotionnel. Donc nous devons travailler en sorte que par rapport aux étudiants, que la prise en charge soit la plus efficiente possible, tout en ne pas ignorer maintenant d'autres aspects de la prise en charge. Comme vous le savez, la santé avec ses 4 dimensions, qui est la dimension dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la promotion de la santé, mais dans le cadre de la prise en charge des affections, qui est la première dimension. Maintenant, il y a le cadre aussi des complications, qui est la 4e dimension. Il y a la responsabilité aussi des personnels de santé affectés dans ces services d'accueil et d'urgence. Déjà pour n'importe quel patient, avant d'être ausculté dans un service d'accueil et d'urgence, il faut d'abord payer le billet. Mais c'est pour cela que je vous dis que les causes sont... Et à chaque niveau, il faut essayer de poser véritablement le diagnostic. Par rapport à la prise en charge, dans le service d'accueil des urgences, ce n'est pas normal qu'on réclame de l'argent avant de prendre en charge le malade. Dans l'orthodoxie des urgences, il est question d'abord de prendre en charge le patient et sa pathologie, et secondairement, maintenant, on va voir le problème, n'est-ce pas, de qui va en tout cas payer les soins. Mais aussi en matière d'urgence, c'est d'abord le malade et la maladie. Et pour ça, à ce niveau, quand vous mettez au niveau des services d'accueil des urgences, des personnes qui n'ont pas été capacitées, qui n'ont pas été formées, quand au niveau des services d'accueil des urgences, les médicaments posent problème, il faut prescrire aux malades une ordonnance pour la prise en charge des urgences, on dit que c'est des problèmes qui sont là, qu'on doit d'abord régler pour parler vraiment
de la confidentialité. Bien. On vous donne rendez-vous à 13h dans le grand journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Merci Dr Boli Diop, merci à Chersek. RFM midi 49, on a largement débordé. Toutes nos excuses, on enchaîne. Dialgati Ribar.